Donc, je m'appelle Christophe Reynaud et je suis venu vous parler de levée de fonds. J'en profite pour remercier Guilhem Berthollet qui m'a demandé de venir faire cet exercice difficile. En gros, moi je suis le cofondateur d'un fonds qui s'appelle Isaïe, qui rassemble pas mal d'entrepreneurs d'Internet. Et avant de passer côté investisseur, Darkside, j'ai été entrepreneur de 98 à 2005 dans le web. Guilhem m'a demandé de venir vous parler de levée de fonds en m'expliquant que pour beaucoup d'entre vous, il y avait un tour de financement qui était envisagé prochainement et que ce serait bien qu'on parle de levée de fonds sans bullshit. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il entendait par le sans bullshit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à ce que j'avais pu constater au cours de cette expérience en tant qu'entrepreneur et investisseur. Et j'ai rassemblé 7 idées. L'idée, c'est de les passer en vue avec vous pour voir quelle est la partie de mythe et quelle est la partie de réalité sur ces 7 constats. Le premier mythe que je voudrais casser tout de suite, si vous me permettez, c'est l'idée qu'il faut absolument lever des fonds pour réussir. Il y a cette idée qui est un petit peu trop répandue, je trouve, que la levée de fonds, c'est un must-have, c'est la priorité de l'entrepreneur. C'est absolument faux, c'est un mythe absolu pour moi. L'entrepreneur, il est là pour créer des produits ou des services utiles, révolutionnaires si possible, qui trouvent un marché, vis-à-vis desquels il va mettre un modèle économique, qui vont connaître une croissance et peut-être aller vers une rentabilité. C'est ça le propre de l'entrepreneuriat, c'est ça l'objectif de l'entrepreneur et ce n'est pas du tout de lever des fonds. Donc lever des fonds, au mieux, c'est un moyen et c'est en aucun cas une fin. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'exemples qui fleurissent de gens qui ont très bien réussi sans jamais avoir levé de fonds. Donc là, je vous ai mis un tout petit exemple américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Hot or Not. Tout le monde connaît Hot or Not ou... Ouais. Donc en gros, l'histoire de Hot or Not, c'est 2 ingénieurs qui rentrent d'une soirée étudiante, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une nana qu'ils ont rentrée à la soirée, est-ce qu'elle était canon ou pas, hot or not. Ils décident juste dans la nuit, jeudi ou vendredi, de coder un site. Ils envoient 40 emails le vendredi en disant aide-nous à décider si elle est canon ou pas. Le dimanche soir, il y a 40 000 visiteurs uniques sur le site. Au bout de 8 jours, il y a 1 million de pages vues et 4 000 photos déposées par jour. Ils ont évidemment tous les investisseurs de la Silicon Valley qui se précipitent à leur porte en disant je veux investir chez toi. Et plutôt que d'accepter l'argent des tiers, ils ont été malins, ils ont créé un modèle économique. Comme ils avaient un marketing gratuit par rapport à tous les autres sites de dating, ils ont permis aux jeunes gens, qui avaient plutôt 18-24 ans, de rencontrer la personne qu'ils trouvaient hot, et moyennant un tout petit fees annuel. Et grâce à ça, ils n'ont pas levé d'argent. À 2, ils sont, au bout de très peu de temps, versé un dividende de 20 millions de dollars. Et ils ont vendu la boîte 2 ans après pour 20 millions de dollars, sans avoir fait rentrer personne dans le capital. Voilà. Donc on peut y arriver sans levée de fonds. Aux États-Unis, il y a un adage qui dit que le meilleur argent, c'est celui des clients, c'est pas celui des investisseurs. Donc ça, c'est une première réalité que je voulais partager avec vous. La deuxième adage qu'on entend beaucoup aux États-Unis, c'est que l'argent tue l'innovation. L'argent tue la créativité. Si vous avez de l'argent, vous allez être un petit peu comme dans un grand groupe, dans une logique d'optimisation budgétaire. Je vais serrer mon prestataire, je vais essayer de faire un petit peu moins cher. Ça, c'est bien pour faire 10% mieux, mais pas pour faire 10 fois mieux. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est 10 fois mieux, c'est pas 10% mieux. D'accord ? Et pour faire 10 fois mieux, il faut inventer, il faut créer, il faut trouver quelque chose, un twist, un effet de levier. Et l'expérience montre que c'est plutôt quand on est privé de ressources qu'on devient très inventif et qu'on pense un peu en dehors de la boîte, comme disent les Américains. Donc là, j'ai illustré ça avec une photo des Monty Python, vous connaissez peut-être. Les Monty Python, quand ils ont fait la quête du Graal, ils n'avaient pas le budget pour louer des chevaux. Donc des chevaliers en armure sans chevaux, c'est un peu bizarre. Et du coup, ils ont fait la blague des coconuts, qui est une des meilleures blagues du film. Premier mythe absolu, il ne faut pas lever pour faire des choses. Il faut d'abord faire des choses. Et une fois qu'on a quelques réalisations intéressantes, une fois qu'on a bootstrappé, là, on peut peut-être lever. Donc la levée de fonds, ce n'est pas nécessaire. Et ça tombe bien parce que la levée de fonds, ce n'est pas forcément une activité qui est un peu à la portée du premier venu, j'ai envie de dire. C'est un peu comme les sports extrêmes, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'adresse à une petite partie de la population, des gens bien entraînés, bien préparés, et pas Madame Michu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette notion de risque, de failure rate, voire de danger. Et ça, c'est quelque chose que Dave McClure nous dit, est le propre de l'entrepreneuriat en général, pas uniquement de la levée de fonds.
Et je trouve que c'est assez pertinent. La levée de fonds, ça fait partie de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est plutôt un sport extrême. Donc oui, je pense qu'en effet, c'est pas un mythe. L'entrepreneuriat et la levée de fonds, c'est plutôt un sport extrême. D'ailleurs, si on regarde les stats en France, elles sont assez édifiantes. Alors, encore une fois, regardez pas les chiffres précisément parce que c'est une estimation à moi qui est assez faute, mais juste pour the sake of argument, comme disent les Américains, on estime qu'il y a environ 30 000 startups en France, mettons, et on estime que sur ces 30 000, il y en a 1 sur 5 qui est actuellement, cette année, en phase de levée de fonds. D'accord ? Donc 6 000 candidats. On sait, quand on regarde les chiffres de France Angels, les chiffres de Chausson Finance, les chiffres de la FIC, il y a 300 nouvelles sociétés financées chaque année. Il y en a beaucoup plus qui sont financées, mais c'est souvent des refinancements. C'est 300 nouvelles. Donc on arrive à une chance, encore une fois c'est très grossier comme calcul, pardonnez-moi, mais de 1 sur 20. 1 sur 20, c'est 5% de chance d'y arriver. Qui monterait dans un avion s'il avait 95% de chance de ne pas arriver ? Vous voyez, donc c'est évidemment grossier, mais c'est juste pour illustrer le fait que la levée de fonds, c'est pas nécessaire, et la levée de fonds, c'est pas fait non plus a priori. C'est plutôt une activité sur laquelle il y a peut-être beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors ça, vous allez me dire, c'est en France, et du coup, on entend beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Ouais, si j'étais aux États-Unis, hein, j'aurais levé déjà mon tour comme ça, et puis sur une valo, je vous dis pas. » Alors, je ne suis pas le seul à avoir entendu, hein. Bon, ça fait plaisir. Ça s'explique très bien parce qu'en effet, aux États-Unis, il y a des flots de dollars absolument incroyables qui sont déversés chaque année et depuis très longtemps dans le venture. Les VC américains, c'est 25 milliards en 2012, c'est monté à 99 milliards en 2000. Mais en gros, c'est entre 20 et 30 milliards depuis 2002, d'accord ? Et les angels, eux, c'est plus de 20 milliards chaque année, enfin entre 19 et 23, d'accord ? Donc ça fait une grosse quarantaine, 47 milliards en 2012 qui ont été déversés comme ça sur l'économie de l'innovation. En France, on est tout petit à côté. Alors évidemment, là, c'est pas tout à fait à l'échelle, le petit rond en bas qui est 47 fois plus petit. Mais pour prendre une vraie image, si le capital risque plus les angels aux États-Unis, c'est la taille d'un éléphant d'Afrique, hein, un bel éléphant d'Afrique, un éléphant mâle, 4 mètres par 7, nous, on est de la taille d'une petite souris de 8 cm. C'est exactement le ratio. Voilà un peu Donc on comprend qu'en effet, on ait l'impression qu'aux États-Unis, on puisse lever plus facilement parce qu'il y a plus d'argent. Mais pour moi, c'est quand même un mythe parce qu'aux États-Unis, certes, il y a plus d'argent, mais il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, il y a beaucoup plus de compétition, l'environnement est très challenging. Et ce n'est pas parce que vous allez traverser l'Atlantique du jour au lendemain que vous allez lever. Il faut avoir des credentials, il faut avoir un réseau local, il faut avoir tout un tas de choses qui font que c'est très difficile pour quelqu'un qui arrive comme ça de but en blanc de lever des fonds aux États-Unis. Alors les États-Unis, pourtant, c'est intéressant, c'est là que le venture a été inventé, par un Français d'ailleurs au passage, hein, Georges Doriot, vous savez certainement. Et c'est là que tout se passe, c'est là que les courants se font. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de mots anglais dans cette présentation, que les VC jargonnent à mort. Le deuxième mot après start-up le plus employé, c'est business plan, que vous connaissez tous. Et j'en viens donc à ma troisième réalité ou mythe, qui est le business plan, vous savez, il y a une énorme littérature dessus, comment faire un business plan gagnant, comment lever des fonds grâce à un business plan. C'est vraiment, vous faites une recherche Google ou en bibliothèque, c'est absolument incroyable la littérature qu'il y a là-dessus. Le business plan, il a fait récemment l'objet plutôt de critiques avec beaucoup de blogueurs et de journalistes qui ont dit bon, le business plan, de toute façon, c'est du passé, ça sert à rien. Le BP, c'est dépassé. Alors, je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que c'est plutôt une réalité. Alors, attention, je veux être précis là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de business planning. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un fichier Excel avec la mise en équation de votre modèle, des coûts d'un côté, des revenus de l'autre. Il faut le faire, c'est impératif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre la stratégie sur le papier. Je dis juste qu'en communication financière, puisque lever des fonds, c'est de la communication financière, faire un document Word sans image, écrit en police 8, qui fait 100 pages façon prospectus d'introduction en bourse, en early stage, ça ne marche pas. C'est pas lu. C'est trop long à faire. C'est pas lu derrière, donc c'est pas efficace, c'est pas le meilleur support pour convaincre. Le meilleur support pour convaincre, c'est ce que Guy Kawasaki appelle la règle des 10-20-30.
faire un slideshow de 10 slides qu'on déroule en 20 minutes et avec des slides taille 30, ça vous oblige à être synthétique, ça permet d'être court, impactant. Il y a tout le matériel qui est en ligne, How to Pitch a VC de Dave McClure, il y a des vidéos, Startup Viagra, etc. Donc voilà, tout ça existe et ça vous permet de faire court et impactant. Et c'est important d'être impactant parce que le processus de levée de fonds est, lui, à contrario, quelque chose de très long. Donc je casse un petit peu la baraque tout de suite. C'est évidemment une réalité. Lever des fonds, c'est long. Donc déjà, c'est un job à plein temps. Donc pendant que vous levez des fonds, vous n'êtes pas en train de développer des nouveaux produits, de coder, de faire du développement commercial. Et c'est très long. On estime qu'il faut entre 6 et 9 mois pour faire une levée. Alors si vous faites une levée d'angel, ça peut être beaucoup plus court, parce qu'il y a certains business angels qui ont la capacité de faire un chèque de 100 000 euros en 2 heures, mais c'est assez rare, et il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? Mais une levée d'amorçage, quand vous faites entre 500, on va dire, et 1,5 million, c'est entre 6 et 9 mois. Alors, encore une fois, je grossis le trait, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête. Et pourquoi c'est aussi long ? C'est aussi long parce que, d'une part, il faut, pendant au moins 3 mois, travailler au fond ce qu'on va dire, avoir des réalisations concrètes, avoir des chiffres, avoir des proof points, une preuve de concept. Et puis, une fois qu'on a ça, il faut le mettre en forme, et puis il faut pitcher les VC. Pitcher les VC, c'est très compliqué parce que c'est des gens qui sont un petit peu sursollicités. Et donc, il y a tout un processus séquentiel qui est constitué d'étapes à franchir, de petites victoires à obtenir les unes après les autres. Donc, le plus dur, évidemment, c'est d'obtenir un premier rendez-vous. Donc, c'est le problème du premier contact. Et puis, après le premier rendez-vous, il faut faire une première bonne impression. Et puis après la première bonne impression, faut approfondir, il faut voir les partners, les autres partners du fonds. Et puis tout ça peut, dans un cas favorable, donner lieu à l'émission d'une term sheet, une lettre d'intention qu'on va négocier. Et puis après, on va accepter de rentrer en exclu. Et puis là, on va se prêter au jeu des due diligence. Donc là, c'est plein de gens qui vous mettent des thermomètres un peu partout pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très sympathique, ça dure un peu de temps. Et puis on va finaliser la documentation juridique. Et puis voilà. Et puis au bout d'un certain temps, on pourrait avoir l'argent à la banque. Mais c'est quelque chose de très long. Et le piège, bien évidemment, c'est de rentrer dans ce processus sans avoir prévu la trésorerie suffisante pour aller jusqu'au bout. Et bien évidemment, négocier avec des VC quand vous avez le tic-tac de l'horloge contre vous, c'est dramatique. Donc il y a un piège à éviter, c'est combien de temps il me faut pour convaincre, combien de trésorerie, etc., etc. Et le seul moyen, le seul levier en faveur de l'entrepreneur pour essayer d'accélérer un peu les choses, c'est de coincer un peu les VC, c'est de parler à plusieurs fonds. Il y a un processus séquentiel avec chacun des VC, mais moi en parallèle, je parle avec d'autres VC. Alors, il ne faut pas forcément parler à la terre entière. Il faut au début aller voir des gens avec qui vous n'avez pas envie de travailler, histoire de roder votre discours. Et puis derrière, il faut en sélectionner 2 ou 3 ou 4 avec lesquels vous avez vraiment envie de travailler pour là essayer de conduire des négociations un petit peu parallèles. Et c'est le seul moyen d'accélérer un petit peu le processus. Les critères avec lesquels les VC examinent une opportunité. Il y a cette espèce d'adage qui est très répandu aux États-Unis que le seul critère, c'est l'équipe. Alors ça vient de plusieurs choses. Ça vient notamment d'un VC américain très connu qui s'appelle Arthur Rock. C'est celui qui a fait Intel et Apple, que vous connaissez peut-être. Et lui, il dit, pour faire une bonne investissement, il y a 3 critères. A, l'équipe. B, l'équipe. C, l'équipe. Bon, classique. Et plus largement, tous les VC américains aiment à dire qu'il faut parier sur le jockey et pas sur le cheval. Bon, donc ça, c'est l'idée reçue. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un VC, enfin un investisseur, c'est pareil un peu pour un business angel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 2 choses. 1, il évalue un risque. Et 2, il mesure un potentiel. Alors, mesurer un potentiel, c'est qu'est-ce qui peut se passer de bien et qu'est-ce que je gagne à la fin, si ça se passe bien. Évaluer un risque, c'est qu'est-ce qui peut arriver de mauvais et en quoi ça limite, voire obère mon espérance de gain. Et il va passer en revue toute la chaîne de valeur. C'est quoi le besoin, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, en quoi ce qu'ils font est unique, en quoi c'est durablement meilleur que les alternatives, c'est quoi la stratégie de distribution, comment ils parlent à leurs clients, quelle organisation il faut mettre en face, combien ça coûte de scaler, est-ce que c'est rentable, et une fois que c'est rentable, qu'est-ce que ça crache comme rentabilité, et supposer que tout ça soit fait et qu'il n'y ait pas de problème en route, qui peut racheter, parce qu'encore une fois, le métier de l'investisseur, c'est un métier un peu particulier, c'est d'entrer pour ressortir. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, c'est un peu un mythe, un peu une réalité. La réalité, donc, elle est un peu in between. C'est l'équipe est évidemment très importante parce qu'une équipe de catégorie A peut retourner une idée de catégorie B en succès, alors que le contraire, ça ne s'est jamais vu. Mais ce n'est pas le seul critère. Donc, il faut bien penser à mettre tout ça en forme.
notamment cette analyse de risque. Alors, l'analyse de risque, j'en sers comme transition pour le dernier point. Il y a cette remarque que j'entends souvent qui est, en France, les investisseurs ne sont pas risk-takers. Encore une fois, on a vu tout à l'heure la différence avec les États-Unis. Alors, qu'en est-il de cette assertion? Pour examiner ce point-là, il faut bien comprendre comment marche l'industrie du venture. L'industrie du venture, c'est un peu comme la musique ou le cinéma. C'est une industrie qui est entièrement drivée par les hits. Alors, au cinéma, c'est au box-office. Pour le venture, on parle plutôt de home run. C'est quoi le principe? C'est je fais 10 paris, il y en a 9 qui ne donnent rien, mais il y en a un, c'est le fund returner, c'est celui qui me permet de faire toute ma marge. D'accord? Alors ça marche, c'est un modèle qui marche très très bien aux États-Unis. Depuis que Doriot l'a inventé en 1946, c'est comme ça que le venture américain s'est développé. Et ça marche parce que même pendant des années qui ne sont pas forcément des années fastes, de 2000 à 2010, il y a eu 9/11, il y a eu l'éclatement de la bulle, il y a eu tout ça. L'économie américaine a produit constamment pendant cette décade 9 succès au-dessus de 100 millions de dollars par mois, 9 succès au-dessus de 100 millions de dollars par mois, et un succès au-dessus d'1 milliard de dollars par trimestre. Combien on a de succès au-dessus d'1 milliard de dollars en France? On a Xavier Niel Free, je crois, non, c'est tout? Bon. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez pas du tout la même perspective de gain, vous n'avez pas du tout la même capacité à prendre des risques. C'est pour ça qu'en France, bien évidemment, on peut dire que les investisseurs sont pas risk-takers, ou en tout cas qui sont moins risk-takers que leurs confrères américains. Au-delà de la blague sur ce point-là, ce que je veux dire, c'est que les investisseurs français ont tous une stratégie. Et c'est un petit peu là-dessus que je voudrais conclure. On fait un recap rapide. On a vu que lever de fonds, ce n'était pas une nécessité, que c'était long, que c'était un job à plein temps, que c'était difficile mais pas forcément impossible, qu'il valait mieux avoir une très bonne équipe, que c'était très important d'être prêt et préparé. Ça se travaille, c'est pas un truc naturel, intuitif de lever des fonds. J'ai pas eu le temps de développer, mais ça peut être utile pour scaler, pour vraiment avoir une ambition internationale notamment. Que c'est par contre une dilution entre 20 et 30%, même si c'est très grossier là, mais c'est pour donner une idée, et que c'est évidemment perdre un peu de son indépendance puisqu'il y a une logique d'association. Donc ce point association est clé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les VC font des checks de référence sur vous. Ils font des due diligence sur vous en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que valent ces mecs? Quelle est leur loyauté? Quel est leur système de valeurs? Est-ce qu'ils délivrent bien? Ce serait une grosse erreur en tant qu'entrepreneur que de ne pas faire la même chose, que de ne pas vérifier à qui vous avez affaire. Est-ce que ce sont des gens loyaux? Est-ce que ce sont des gens honnêtes? Est-ce que ce sont des gens qui vont vraiment apporter quelque chose? Ou est-ce que ce sont des gens qui vont juste faire un chèque? Ce que je veux dire par là, c'est que, je vous l'ai dit, le métier de l'investisseur, c'est d'entrer pour ressortir. Donc c'est une forme de mariage à durée déterminée. Et un petit peu, si je puis me permettre cette analogie un peu galvaudée, un petit peu comme dans le mariage, il faut y aller pour les qualités, mais ce qui fait le succès dans la durée, c'est les défauts. Donc c'est important pour vous d'avoir ce petit point-là. C'est là-dessus que je voulais terminer, puis j'ai un peu de temps s'il y a plein de questions. Donc merci à vous. On a 10 minutes, donc on peut prendre 2-3 questions. Est-ce que... Oui. Développer avant de lever. Oui. Développer jusqu'à quel point? Quelle recommandation? C'est une très bonne question. Encore une fois, là, on est plutôt dans les technos de l'information. Donc, on bénéficie de l'effondrement du coût des développements, tout phénomène Lean Startup, etc. Ce que les VC ou les angels aiment voir, c'est ce qu'ils appellent la preuve de concept. Donc, c'est... sans parler de hockey stick curve, donc les courbes en forme de batte de hockey, donc c'est des trucs très très verticales, c'est de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Faut bien comprendre quand on présente un projet qu'on n'est pas soi-même jugé dans l'absolu, on est jugé aussi en compétition vis-à-vis de plein de mecs qui en même moment envoyaient leur BP. Donc si le dossier sort du lot parce qu'on se dit « Ah ouais, là il se passe vraiment quelque chose », il raconte vraiment une histoire un peu différente, c'est pas la 39e box que je reçois aujourd'hui. Enfin, j'ai rien contre les box au passage, mais il y en a beaucoup. Voilà, ça permet ça de sortir un petit peu du lot. Donc il faut juste essayer de faire un peu de reverse engineering, aller voir des VC, parler à des leveurs, etc. Essayer de comprendre quelles sont les réalisations qui permettent d'obtenir un rendez-vous, qui permettent de générer un intérêt. Et puis après, il faut faire du reverse engineering, c'est-à-dire
itérer jusqu'à ce qu'on ait ce truc-là. Ça sert à rien d'aller voir un VC, ça sert à rien, pas tout à fait, mais c'est un énorme risque pris que d'aller voir des gens avec juste quelques slides, un concept sur lequel il y a zéro preuve concrète, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas le marché qui dicte, quoi. Si vous me demandez à moi, qui suis devenu investisseur, je vous aurais dit il y a quelques années que vendre des chaussures sur Internet, c'était une connerie, ça n'aurait jamais marché, que faire un réseau où on avait le droit qu'à 140 caractères, c'était complètement débile. Enfin, vous voyez, c'est le marché qui a raison, c'est pas les investisseurs. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Ouais. En fait, ouais, c'est un très bon point. Et c'est pas évident. Oui, non, je comprends. L'idée, c'est de gérer la logistique et de faire venir les gens, faire déplacer les gens quand ça a du sens, pour que personne perde de temps. Donc, c'est pas débile, entre guillemets, de dire envoyez-moi un tout petit peu de doc, pas le BP, mais un executive summary ou quelque chose qui fait que je vais pouvoir juger si, un, c'est dans ma stratégie d'investissement, est-ce que c'est hors scope ou pas. Deux, est-ce que oui, ça correspond au bon moment pour se parler, ou est-ce que c'est trop tôt, ou peut-être trop tard, etc., etc. C'est vraiment la logistique. Pour vous donner quelques chiffres, je les ai peut-être ici d'ailleurs. Oui, je les ai là. Ça, c'est le deal flow Isaïe 2011. Donc on avait reçu un peu plus de 1000 dossiers. On a vu 466 projets, donc ça fait, à deux, ça fait quand même pas mal de rendez-vous. Hein. C'est surtout que il y a ceux qu'on voit qu'une fois, mais il y a plein de gens qu'on voit 2-3 fois. Hein, on creuse et on fait que 4 investissements. Donc toute cette logistique, il faut la gérer et c'est pas évident. Donc avoir quelqu'un qui vous dit j'ai une super idée, le truc est génial, mais je peux pas en parler. Ça ne permet pas d'avancer. Donc c'est pour ça. Après, le point qui revient souvent, c'est les idées de NDA et de confidentialité. C'est, encore une fois, envoyer son BP à un VC qui a financé son concurrent, c'est juste débile. Donc avant d'envoyer un BP, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt, parce qu'une fois que le BP est envoyé, espérer que les gens vont avoir l'honnêteté intellectuelle de dire non, je ne regarde pas, je ne l'ouvre pas, je le détruis. C'est un peu naïf, quoi. Hein. Donc, avant d'envoyer un BP, avant de signer, c'est pour ça que les VC n'aiment pas signer des NDA. C'est parce que, vous imaginez, sur 1094, c'est 1388 l'année dernière, cette année on va peut-être à 1500. Il faudrait une personne à temps plein juste pour gérer les NDA, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, si je reviens sur ce schéma-là qui est un peu bateau, mais à chaque étape, il y a un document qu'il faut préparer et personne n'est jamais reparti après le premier rendez-vous avec un chèque. Personne. Enfin, d'un VC, j'entends. Donc il faut bien avoir en tête que il y a des choses à préparer à chaque moment. Il faut connaître le processus, il faut y être préparé. Et c'est pas la peine d'envoyer toute la documentation avec le détail du brevet et tout ce qui fait la secret sauce de la boîte pour avoir un rendez-vous, quoi. C'est pas ça qui compte. Pour avoir un rendez-vous, il faut avoir une intro de quelqu'un qui le référence. C'est ce qu'il y a le plus efficace. Donc il y a LinkedIn qui vous permet de voir qui connaît qui, chez qui ils ont travaillé, et donc de proche en proche d'essayer de les rencontrer, quoi. J'en profite pour prendre un peu d'eau. Oui. Une question ? Oui. Ouais, ça c'est un... Les VC n'aiment pas les one-man shows. Les VC pensent que le succès, c'est un sport d'équipe. Et donc, s'il y a un très bon techos, mais qu'il n'y a pas de vendeur ou de manager, ça ne le fera pas. Et s'il y a juste un gars sorti de MBA ou une boîte de consulting, mais qui ne sait pas coder, ça ne le fera pas non plus. Donc ça dépend après de la capacité des gens à accepter de faire monter à bord des personnes clés et du coup de les incentiver. Puisque, encore une fois, comme c'est un sport extrême à haut risque, c'est pas avec le salaire que la startup n'a pas, puisqu'elle n'a pas d'argent qu'elle peut se permettre, c'est avec de l'equity. Donc encore une fois, c'est pas forcément gênant quand quelqu'un vient nous voir en disant je fais ci, je fais ça. Si par contre il veut pas partager sa cap table et que il n'est pas prêt à faire rentrer des personnes clés, on sait qu'à un moment donné, ça peut être limitant. Ça peut être limitant. Je sais pas si ça répond. Oui. Est-ce qu'il y a une différence dans le processus
Sur la levée, ouais. Pas que je sache, il y a plein de fonds qui aiment beaucoup le B2B, le SaaS, l'enterprise software, etc. Il y a des fonds qui sont plutôt qui adorent le consumer internet, plutôt donc B2C. Mais le temps de processus est le même, la manière de lever les fonds est à peu près la même. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Oui. Alors, c'est le sujet chaud du moment. Il y a plein de gens qui pensent ça. C'est pas impossible. Et c'est même plutôt sain. Il y a un truc qui s'appelle aux États-Unis The Funded. Vous connaissez The Funded ? C'est un truc exceptionnel. C'est un mec qui n'était pas content des fonds, qui répondait même pas à ses emails. Et du coup, il a créé un site où tous les entrepreneurs peuvent juger, un peu comme Autornote, mais pour les VC. Et du coup, il y a une note. Le mec est mal poli, le mec, il apporte rien, il est con, etc. Pourquoi ça n'existe pas ça en France ? Ça devrait exister. Et de la même manière, les angels sont... Enfin, moi, j'ai bossé 2 ans sur un réseau de business angels. Il y a un progrès formidable qui a été fait de 2001 à 2011. On est passé de 4 réseaux à 85 réseaux. Mais c'est encore très, très amateur et c'est pas assez au niveau. Donc, s'il y a des plateformes qui arrivent à émerger, qui permettent que les entrepreneurs trouvent plus de financement ou un financement plus intelligent de smart money, j'entends, plus tôt, tout le monde va taper des 2 mains. Et j'y crois assez. Angelis là, vient de lancer Angelis Syndicate, qui est, je pense, une vraie révolution, enfin qui est annoncée comme une vraie révolution. C'est un métier qui a beaucoup bougé. Hein. Les gens ont dit depuis 5 ans le modèle est cassé, the venture model is broken. C'est vrai qu'il y a eu des excès, c'est vrai qu'il y a eu des trucs absolument aberrants. Il y a une première phase un peu de redistribution des cartes avec l'émergence des super angels, des micro VC, etc. Isaïe, de manière très arrogante, on espère faire partie un peu de cette mouvance-là. Mais on n'est pas parfait, hein, on y travaille par contre pour s'améliorer. Et il n'est pas impossible que demain on soit disrupté par une plateforme de super angels qui marche super bien. Et c'est la loi du marché, donc ce sera très bien. Hein. Encore une fois, j'ai pas de... Ouais, enfin, vous savez, c'est la loi du sport, quoi. Hein, on peut pas dire à l'arbitre, j'ai raté le penalty, on le refait, etc. Hein, donc ça marche ou ça marche pas. Ouais. Mais pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. Il y avait un equity cap il y a 5 ans qui était très très marqué entre 500 000 et 1,5 million. Parce qu'en gros, les business angels, moi je savais, hein, faire un tour au-dessus de 300 000 chez Paris Business Angels, on n'y arrivait jamais. Et en gros, le 80% du venture en France, c'était des FCPI, des fonds fiscaux, qui mettent plutôt 3 millions dans des boîtes qui font 3 millions d'euros de chiffre. Donc quand vous êtes entre les deux, il y a une espèce de no man's land où vous êtes sûr de souffrir. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur ce positionnement. Isaïe, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Et aujourd'hui, l'equity gap, il est plus bas. Il est plutôt entre 200 et 500. C'est très, très, très dur de faire un tour de 200 à 500 parce qu'il faut syndiquer des super angels type entrepreneurs qui sont capables de mettre 100 ou 200 000. Donc là, il y a un vrai besoin. Et je pense que les plateformes vont peut-être y arriver là-dessus. Ok, je crois que c'est l'heure. Donc merci. Et puis, à plus tard.